Imaginez ceci. Vous êtes entouré de personnes en quête de succès. Certaines jouent franc jeu, travaillent dur et s'accrochent à leurs principes. D'autres mentent, manipulent et écrasent quiconque se met en travers de leur chemin. Et pourtant, qui voyez-vous au sommet? Qui fixe les règles? Qui détient le pouvoir? Ce sont les impitoyables, les sans scrupules, ceux qui n'hésitent pas. Pourquoi le monde semble-t-il favoriser ceux qui manquent de toute moralité? L'histoire nous donne la réponse haut et fort. César, empereur, seigneur de guerre, milliardaire, le même schéma se répète, les plus impitoyables s'élèvent. Mais ce n'est pas seulement une question de chance. Ce n'est pas un dysfonctionnement du système, c'est le système lui-même. Pour comprendre pourquoi, nous devons plonger dans l'esprit de Nietzsche et affronter l'une des vérités les plus dérangeantes de la nature humaine. Le pouvoir n'est pas une récompense donnée pour la bonté. C'est un prix réservé à ceux qui le prennent. On nous fait croire un mensonge rassurant, que le succès vient du travail acharné, du talent et de l'intégrité morale. Mais l'histoire, les affaires et la politique racontent une autre histoire, bien plus sombre et honnête. Le pouvoir ne récompense pas ceux qui le méritent, il récompense ceux qui le prennent. Le monde n'est pas organisé pour élever les vertueux. Il est construit pour servir ceux qui comprennent ces mécanismes et les exploitent sans hésitation. Le succès est rarement une question d'équité. C'est une question de contrôle, de stratégie et de la volonté de faire ce que les autres refusent de faire. Pourquoi les politiciens corrompus prospèrent-ils? Parce qu'ils comprennent mieux le jeu que leurs homologues honnêtes. La politique n'est pas une question de justice, c'est une question d'influence. Un dirigeant qui dit aux gens ce qu'ils veulent entendre, manipule le système pour maintenir son autorité et fait taire l'opposition, s'élèvera toujours plus haut que celui qui s'accroche à son intégrité au détriment du pouvoir. La moralité est une faiblesse quand l'objectif est la domination. L'histoire le prouve. Les dirigeants les plus puissants n'étaient pas les plus éthiques, mais les plus stratégiques. Ils faisaient des promesses qu'ils n'avaient jamais l'intention de tenir. Ils formaient des alliances pour les rompre lorsque cela servait leurs intérêts. Ils savaient que le pouvoir n'est pas donné, il est pris. Pourquoi les PDG impitoyables dominent-ils les industries? Parce que les affaires sont une guerre, pas une œuvre de charité. Un PDG qui privilégie l'équité plutôt que l'efficacité, la loyauté plutôt que les résultats, ou l'éthique plutôt que la croissance, sera écrasé par des concurrents prêts à prendre les décisions difficiles que lui refuse de prendre. Les entreprises qui survivent sont celles qui suppriment des emplois, quand cela est nécessaire, même si cela bouleverse des milliers de vies. Les leaders qui émergent sont ceux qui éliminent la concurrence, et non ceux qui font la paix avec elle. Les industries qui prospèrent reposent sur une exploitation méthodique de la main-d'œuvre, des marchés et des ressources. C'est une vérité dérangeante, mais c'est une vérité néanmoins. L'économie ne récompense pas la gentillesse, elle récompense la domination. Pourquoi les plus grands dirigeants de l'histoire ont-ils un passé sombre? Parce que la grandeur et la dureté vont souvent de pair. Alexandre le Grand n'a pas conquis le monde uniquement par la diplomatie. Il a incendié des villes. Jules César ne s'est pas élevé par l'honneur. Il a trahi le Sénat. Napoléon n'a pas bâti un empire en respectant les règles. Il les a réécrites à son avantage. Le pouvoir n'est jamais une question de gentillesse. C'est une question de contrôle. Les dirigeants qui ont marqué l'histoire ont compris cette vérité simple. Un leader doit être craint avant d'être aimé. L'équité est une illusion, un outil pour maintenir les faibles à leur place. La société nous enseigne à être juste, à respecter les règles, à croire que les gens vertueux finiront par triompher, mais qui a créé ces règles? Les mêmes qui en tirent profit. Les travailleurs sont censés rester loyaux, tandis que les entreprises les abandonnent dès qu'ils ne sont plus rentables. Les citoyens doivent obéir à la loi, alors que l'élite la contourne à son avantage. Les masses croient en la justice pendant que ceux au pouvoir manipulent le système juridique pour se protéger. L'équité n'est pas une loi universelle. C'est un récit construit pour asseoir le contrôle. Le monde réel appartient à ceux qui comprennent cela et agissent en conséquence. Le pouvoir ne dépend pas du mérite, il s'agit de le prendre. Friedrich Nietzsche n'a pas seulement remis en question la moralité, il l'a dévoilée comme une forme de tromperie. Dans son œuvre révolutionnaire Au-delà du bien et du mal, il soutient que la moralité n'est pas une vérité objective, mais un outil, une illusion soigneusement façonnée utilisée par les faibles pour faire honte, contrôler et restreindre les forces. Ce que nous appelons bien et mal n'est pas une loi universelle,
mais une construction sociale destinée à servir les intérêts de certains groupes. Les faibles, incapables de saisir le pouvoir eux-mêmes, créent des systèmes moraux qui diabolisent la force et l'ambition, tout en glorifiant la soumission et la modestie. Les forts, en revanche, reconnaissent la moralité pour ce qu'elle est, une cage destinée à limiter ceux qui pourraient autrement gouverner. Au cœur de la philosophie de Nietzsche se trouve la volonté de puissance, la force fondamentale qui anime toute vie. Selon Nietzsche, les êtres humains ne recherchent pas le bonheur, la paix, ni même la survie comme but ultime. Au contraire, ils aspirent au pouvoir, la capacité d'imposer leur volonté au monde, de façonner la réalité selon leur propre vision. Le pouvoir n'est pas uniquement politique ou physique, il est aussi psychologique, intellectuel et créatif. Les plus grands esprits de l'histoire, philosophes, artistes, guerriers et dirigeants, n'étaient pas de simples chercheurs passifs de vérité ou de justice, ils étaient des conquérants de la réalité, modulant la société, la culture et même la moralité à leur convenance. La volonté de puissance n'est pas une question de cruauté gratuite. Il s'agit de dépasser les limites, de refuser d'être enfermé par des morales faibles et de tracer sa propre voie. Ceux qui l'embrassent façonnent l'histoire, ceux qui la rejettent deviennent des notes de bas de page. Nietzsche voyait le monde divisé en deux moralités, la moralité du maître et la moralité de l'esclave. La moralité du maître, celle des forts, valorise la force, l'ambition et le dépassement de soi. C'est l'état d'esprit des dirigeants, des guerriers et des créateurs, ceux qui ne cherchent ni approbation ni permission, mais prennent ce qu'ils désirent. Les forts définissent leur propre morale, fondée sur l'excellence, la domination et la quête de la grandeur. La moralité de l'esclave, en revanche, valorise la soumission, l'obéissance et le statut de victime. C'est l'état d'esprit des soumis, ceux qui, incapables de s'élever au-dessus de leurs conditions, créent des systèmes moraux qui glorifient la souffrance, l'humilité et la faiblesse. Au lieu de lutter pour le pouvoir, ils nourrissent du ressentiment envers ceux qui le détiennent. Au lieu de chercher la victoire, ils diabolisent ceux qui y parviennent. La moralité de l'esclave prône des vertus comme la gentillesse, la patience et l'humilité, non parce qu'elles sont véritablement nobles, mais parce qu'elles empêchent les faibles de se révolter contre leur position. Les masses sont éduquées à croire que la force est mauvaise, que l'ambition est égoïste et que le pouvoir corrompt, garantissant que seuls quelques-uns osent un jour le revendiquer. La réalité est que la moralité est un choix, non une loi. La question que Nietzsche nous pousse à affronter est la suivante. Vivrez-vous selon la morale qu'on vous impose ou créerez-vous la vôtre? Si vous vous accrochez à la morale traditionnelle, vous resterez impuissant, piégé dans un système fait pour vous maintenir faible. Si vous la rejetez et forgez votre propre chemin, vous deviendrez l'architecte de votre destin. L'histoire ne retient pas les obéissants, elle se souvient de ceux qui s'élèvent au-dessus du troupeau. Le succès n'est pas le fruit du hasard. Il ne favorise ni les plus moraux, ni les plus gentils, ni les plus méritants. Il suit un ensemble de lois psychologiques, des schémas qui récompensent certaines mentalités et punissent les autres à travers l'histoire, les affaires et la politique. Ceux qui accèdent au pouvoir ne le font pas parce qu'ils sont de bonnes personnes. Ils réussissent parce qu'ils possèdent des traits psychologiques spécifiques qui les distinguent des masses. Ces traits sont la véritable monnaie du pouvoir, et ceux qui les maîtrisent dominent le monde. L'ambition, ce désir implacable de s'élever, est le premier et le plus crucial des traits des gagnants. C'est une soif si profonde que rien ne peut la satisfaire, sauf la victoire. Les gens ordinaires se contentent. Ils acceptent leurs circonstances, faisant la paix avec la médiocrité. Les ambitieux, eux, ne l'acceptent jamais. Ils voient chaque obstacle comme un défi, chaque revers comme un carburant. L'ambition n'est pas une question de rêve, c'est une question d'obsession. C'est la conviction inébranlable que vous êtes destiné à plus et le refus d'accepter quoi que ce soit de moins. Regardez les plus grands dirigeants, PDG et visionnaires de l'histoire. Aucun d'eux n'était satisfait. Ils en voulaient toujours plus, et ils l'ont pris. L'indécision est la mort dans le monde du pouvoir. Les faibles hésitent, suranalysent et doutent d'eux-mêmes, les forts agissent. Les leaders décisifs prennent des décisions avec rapidité et assurance. Ils n'attendent pas le moment parfait, ils le créent. Les indécis laissent passer les opportunités, paralysés par la peur de l'échec. Les gagnants prennent des risques tandis que les autres sont encore en train d'hésiter.
Une mentalité décisive ne signifie pas faire des choix imprudents. Cela signifie faire confiance à ses instincts, s'engager sur un chemin et s'adapter en cours de route. La plupart des gens évitent le risque par peur de la perte, du rejet ou de l'échec. Les puissants embrassent le risque, car ils comprennent que c'est le prix de la victoire. La peur est ce qui maintient les faibles à leur place. Ils redoutent le changement, la différence et l'inconnu. Les puissants voient la peur comme une boussole. Si quelque chose les effraie, cela signifie que ça vaut la peine d'y aller. Pensez aux figures les plus réussies de l'histoire, conquérants, entrepreneurs, révolutionnaires. Aucun d'eux n'a joué la sécurité. Ils étaient prêts à tout risquer parce qu'ils savaient que la fortune sourit aux audacieux. La cruauté stratégique, c'est savoir quand suivre les règles et quand les enfreindre. Le monde prêche l'équité, mais ceux qui accèdent au pouvoir connaissent une vérité brutale. Les règles ne sont réelles que si vous y croyez. Les puissants ne suivent pas aveuglément les règles. Ils les analysent. Ils les respectent quand cela leur est profitable et les transgressent quand c'est nécessaire. Ils comprennent quand la gentillesse est une faiblesse et quand elle devient une arme. La cruauté stratégique ne consiste pas à être cruel. Il s'agit d'être efficace. Cela signifie éliminer les émotions des décisions, couper ce qui vous retient et faire ce qui doit être fait, même si cela dérange. La froide vérité est que le succès privilégie la force, pas la moralité. Le monde ne récompense pas la gentillesse, la morale ou l'équité. Il récompense ceux qui comprennent et appliquent la psychologie du pouvoir. Les gagnants ne sont pas les plus éthiques. Ils sont les plus ambitieux, décisifs, audacieux et stratégiques. Si vous voulez réussir, vous devez développer ces qualités, car au final, le pouvoir revient à ceux qui le saisissent. Le pouvoir est séduisant, mais aussi dangereux. Ceux qui grimpent au sommet par la cruauté, la manipulation et la domination absolue peuvent croire qu'ils sont intouchables, mais l'histoire en raconte une autre. Ceux qui ne parviennent pas à maîtriser le pouvoir finissent par le perdre. La cruauté peut assurer le pouvoir, mais ne garantit pas sa durée. La même force qui élève un dirigeant, un PDG ou un conquérant devient finalement sa chute. Jules César, victime de son propre succès. Jules César fut l'un des dirigeants les plus brillants et ambitieux de l'histoire. Il était impitoyable au combat, rusé en politique et assez charismatique pour plier la République romaine à sa volonté. Mais sa chute, il devint trop puissant. Le Sénat le voyait comme une menace pour la République. Ses alliés devinrent ses ennemis. Son ambition, autrefois un atout, en fit une cible. En 44 AV. J.C. Il fut assassiné par ceux qui étaient jadis à ses côtés. Son destin ne fut pas un accident. C'était une conséquence. Napoléon, l'homme qui a conquis trop. Napoléon Bonaparte a remodelé l'Europe, transformant la France en un empire dominant. Son génie militaire était inégalé, ses stratégies révolutionnaires et son ambition sans limite. Mais le pouvoir l'a aveuglé. Il a dépassé ses limites, envahissant la Russie malgré les avertissements. Il a sous-estimé la résilience de ses ennemis. Sa confiance se mua en arrogance, et son empire s'effondra. De l'empereur à l'exil, l'histoire de Napoléon témoigne que ceux qui ne contrôlent pas leur appétit de pouvoir finissent par en être consumés. Les géants de l'entreprise, des titans de l'industrie au récit d'avertissement. Dans le monde moderne, la montée et la chute des empires d'affaires suivent le même schéma. Blockbuster a dominé l'industrie de la location de vidéos jusqu'à ce qu'elle rejette Netflix comme insignifiant. Kodak a inventé l'appareil photo numérique, mais a refusé de l'adopter, craignant que cela ne nuise à son activité de film. Autrefois intouchables, les géants de la technologie deviennent trop arrogants, croyant qu'ils sont invincibles jusqu'à ce que l'innovation les dépasse. Le pouvoir ne tolère pas la stagnation. Ceux qui échouent à s'adapter, à évoluer et à maîtriser leur propre orgueil finissent inévitablement par tomber. La leçon clé ? Maîtrisez le pouvoir ou soyez détruits par lui. La vérité ultime du pouvoir, c'est l'équilibre. La cruauté seule ne suffit pas. Elle doit être associée à la conscience de soi. La domination ne suffit pas. Elle doit s'accompagner de sagesse. Le succès ne suffit pas. Il doit être entretenu. La plus grande erreur des puissants est de croire qu'ils sont intouchables. Dès qu'ils cessent de maîtriser le pouvoir, c'est le pouvoir qui les maîtrise. La question est, si vous vous élevez, apprendrez-vous de l'histoire ou tomberez-vous comme les autres? La clé du véritable pouvoir est l'équilibre. Ceux qui suivent aveuglément la morale restent faibles.
Ceux qui l'abandonnent complètement deviennent imprudents. Ceux qui réussissent, sans se détruire, savent comment naviguer dans les vraies règles du pouvoir. 1. Rejetez la morale naïve. La bonté seule ne vous sauvera pas. Beaucoup grandissent en croyant que le travail dur, la gentillesse et la vertu suffisent pour réussir, que le monde récompense les bonnes personnes et punit les mauvaises. Mais l'histoire et la réalité démontrent le contraire. Le monde ne fonctionne pas selon la justice. Les forts n'attendent pas qu'on leur donne la permission. Ceux qui suivent aveuglément la morale deviennent souvent les victimes de ceux qui la manipulent. Cela ne signifie pas que vous devez devenir un méchant. Cela signifie que vous devez voir à travers les illusions. Suivez les règles quand elles vous servent, mais sachez quand les enfreindre quand elles ne le font pas. 2. Adoptez la force, développez les qualités qui comptent. Si vous voulez le pouvoir, vous devez devenir quelqu'un qui l'impose, non par la tromperie ni la manipulation seule, mais par une force véritable. Ambition. Fixez-vous des objectifs si grands qu'ils vous effraient. Confiance. Cessez de chercher l'approbation, imposez votre voix. Décision. Quand un choix s'impose, prenez-le sans hésiter. Les gens suivent ceux qui exercent le pouvoir, pas ceux qui le demandent. 3. Restez stratégique. Sachez quand être impitoyable et quand nouer des alliances. Beaucoup de personnes pensent que le pouvoir consiste uniquement à écraser les autres, mais les figures les plus puissantes de l'histoire ont compris que les alliances, la stratégie et le timing comptent tout autant que la domination. Jules César a construit des alliances avant de s'emparer de Rome. Machiavel savait quand se montrer bienveillant et quand inspirer la peur. Les grands leaders ne détruisent pas tout sur leur passage. Ils créent des partisans loyaux. La clé, ne laissez jamais les émotions dicter vos actions. Si la cruauté est nécessaire, utilisez-la. Si la bienveillance vous est bénéfique, adoptez-la. Votre moralité doit être un outil, pas une cage. Adaptez-vous et évoluez. Seuls ceux qui changent survivent. Si l'histoire nous a donné une leçon, c'est bien celle-ci. Ceux qui échouent à évoluer sont condamnés à tomber. Les empires s'effondrent quand ils refusent de s'adapter à de nouveaux ennemis. Les entreprises s'effondrent quand elles ignorent l'innovation. Les leaders tombent quand ils deviennent trop sûrs d'eux. Les véritables maîtres du pouvoir comprennent cela. La rigidité est la mort. L'évolution est la survie. Si vous voulez un succès durable, vous devez être prêt à changer, à grandir et à ajuster votre approche quand cela s'avère nécessaire. Les plus forts ne sont pas les plus cruels. Les plus forts sont ceux qui apprennent, s'adaptent et perdurent. L'équilibre entre pouvoir et moralité. Le pouvoir ne doit pas corrompre. Le succès ne doit pas détruire. Les plus grands leaders, penseurs et conquérants ont compris que la véritable force ne réside ni dans une cruauté aveugle, ni dans une morale rigide, mais dans la maîtrise des deux. Serez-vous un pion du système? Serez-vous un brute qui s'élève pour mieux tomber? Ou emprunterez-vous le troisième chemin, la force sans corruption? Le monde ne fonctionne pas selon la justice. Il ne récompense ni la moralité, ni ne punit le mal. Il récompense la force, il récompense ceux qui comprennent comment le pouvoir fonctionne réellement, ceux qui sont stratégiques, ambitieux et assez audacieux pour prendre ce qu'ils veulent. La plupart des gens vivent dans une illusion, croyant que le travail acharné et la vertu suffisent à les mener au succès. Mais l'histoire raconte une autre histoire. Les personnes qui accèdent au sommet ne sont pas nécessairement les plus intelligentes ou les plus aimables. Ce sont celles qui comprennent le jeu et savent le jouer mieux que les autres. Le pouvoir appartient à ceux qui voient la réalité telle qu'elle est, et non telle qu'ils aimeraient qu'elle soit. Le pouvoir en lui-même n'est ni bon ni mauvais. C'est un outil, une force de la nature, une arme qui peut bâtir des empires ou détruire des civilisations. Entre les mains des fous, il mène au chaos. Entre les mains des tyrans, il engendre la souffrance. Entre les mains des sages, il façonne le monde. Si vous désirez le pouvoir, vous devez être prêt à embrasser la vérité. Le succès ne se donne pas, il se prend. Vous devez être prêt à prendre des décisions difficiles, à vous éloigner de la morale conventionnelle et à revendiquer votre place dans le monde. Mais rappelez-vous, le pouvoir sans contrôle mène à la chute. Ceux qui s'élèvent, sans comprendre ces dangers, sont voués à être détruits par leur propre arrogance. Alors, la vraie question est, serez-vous le maître du pouvoir ou sera-t-il votre maître? Si ce message vous a interpellé, si vous aspirez à des idées plus profondes sur le pouvoir, la philosophie et la psychologie,
Alors abonnez-vous à la chaîne. Osez vous challenger, élevez-vous, devenez plus. Aimez cette vidéo, partagez-la avec ceux qui ont besoin d'entendre la vérité, et commentez ci-dessous. La moralité est-elle une faiblesse dans le monde d'aujourd'hui, où le vrai pouvoir peut-il exister sans cruauté? Discutons-en